Et si les pyramides d'Égypte n'étaient pas les seuls témoins d'un savoir oublié? Des côtes atlantiques aux plaines d'Asie, des blocs géants se dressent, défiant la logique et la technologie supposée de leur époque. Des milliers de kilomètres les séparent, mais une même énigme demeure. Comment, partout sur Terre, des peuples lointains ont-ils bâti des mégalithes que nous peinons encore à expliquer? L'Égypte fascine avec ses pyramides, mais ce n'est que la partie visible d'un mystère bien plus vaste. De Stonehenge en Angleterre aux alignements de Karnak en Bretagne, des temples de Malte aux statues de l'île de Pâques, partout surgissent des monuments colossaux bâtis il y a des millénaires. Aucun de ces peuples n'était censé posséder la maîtrise des outils, des techniques de levage ou des mathématiques nécessaires à de telles prouesses. Et pourtant, ils l'ont fait. Faut-il y voir un savoir universel disparu? Un héritage partagé? Ou de simples coïncidences? Ce voyage au-delà de l'Égypte nous entraîne dans un labyrinthe d'hypothèses, où chaque pierre semble nous défier de percer son secret. Sur la plaine de Salisbury, composée d'énormes blocs dressés en cercle, certains pesant plus de 40 tonnes, il fascine autant qu'il intrigue. Érigé entre 3000 et 2000 avant notre ère, il aurait nécessité une organisation sociale et logistique considérable. Les pierres bleues, extraites à plus de 200 km de là, soulèvent une question lancinante. Comment ces populations néolithiques ont-elles pu transporter et ériger ces blocs sans roues ni machines complexes? Les chercheurs avancent des hypothèses d'acheminement par radeau sur les rivières, puis par traîneau, mais rien ne permet encore d'expliquer totalement l'exploit. À des centaines de kilomètres, sur les côtes bretonnes, un autre mystère se dresse. Les alignements de Karnak. Plus de 3000 menhirs, plantés sur plusieurs kilomètres, forment des rangées impressionnantes. Certains atteignent 6 mètres de haut et pèsent plus de 50 tonnes. Là encore, l'exploit technique est indéniable. Mais au-delà de la prouesse matérielle, c'est la finalité qui interroge. Était-ce un observatoire astronomique, aligné sur les cycles du Soleil et de la Lune? Un immense sanctuaire religieux destiné à relier les hommes au monde des esprits? Ou bien une forme de calendrier agricole monumental permettant de rythmer les semailles et les récoltes? Les similitudes entre Stonehenge et Karnak sont troublantes. Gigantisme des blocs, organisation en lignes ou cercles, forte dimension astronomique. Or, ces peuples n'avaient aucun contact direct. Comment expliquer cette convergence d'idées et de techniques? Certains chercheurs y voient la preuve d'une intuition universelle, celle de relier la pierre, symbole d'éternité, au ciel et à ses cycles. D'autres suggèrent que des traditions de bâtisseurs itinérants auraient diffusé ce savoir-faire d'un bout à l'autre de l'Europe. Quoi qu'il en soit, ces monuments témoignent d'une pensée complexe, d'une volonté de marquer le temps et l'espace et d'une maîtrise du collectif qui dépasse largement ce que l'on imagine du néolithique. Stonehenge et Karnak ne sont pas seulement des curiosités archéologiques, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent sur l'idée que, partout où l'homme a dressé des mégalithes, il a voulu inscrire son rapport au cosmos dans la pierre, de manière universelle. Mais l'Europe n'est pas seule à porter ces énigmes. En Méditerranée, bien avant les grandes civilisations antiques, surgissent des temples et des blocs qui semblent défier le temps et la raison. Et là encore, les mêmes mystères se répètent. Bien avant les pyramides d'Égypte, l'archipel de Malte a vu s'élever certains des plus anciens monuments mégalithiques du monde. Les temples de Gantija, Agar Kim ou Mnajdra, construits entre 3600 et 2500 avant notre ère, précèdent de plus d'un millénaire les grandes pyramides de Gizeh. Taillés dans des blocs de calcaire atteignant parfois 20 tonnes, ces édifices forment des structures complexes en forme de trèfle ou d'abside dont l'architecture dénote une pensée symbolique et une organisation sociale avancée. Ce qui fascine, c'est la précision de leur orientation astronomique. À Mnajdra, par exemple, les rayons du soleil de l'équinoxe
pénètrent directement dans l'axe du temple, illuminant l'autel central. Ces alignements ne doivent rien au hasard. Ils prouvent une observation rigoureuse des cycles célestes. Pour un peuple néolithique, sans écriture et sans outils métalliques, une telle maîtrise de l'astronomie et de l'architecture reste difficile à concevoir avec nos repères modernes. La Méditerranée regorge d'autres énigmes. En Sardaigne, les mystérieuses nuragues, tours de pierre coniques érigées à partir de 1800 avant notre ère, forment des milliers de vestiges disséminés sur l'île. Leur fonction demeure incertaine. Fortification, temple ou simple centre communautaire, leur nombre et leur uniformité témoignent d'une société hautement organisée. Plus à l'ouest, en Espagne et au Portugal, des dolmens monumentaux, comme celui d'Anta Grande do Zambujeiro, montrent une fois encore que la culture mégalithique n'était pas marginale, mais largement répandue. Ces tombes collectives, formées de dalles géantes, servaient probablement à renforcer la cohésion sociale autour du culte des ancêtres, tout en marquant durablement le territoire. Tous ces sites méditerranéens ont un point commun avec Karnak ou Stonehenge. Ils combinent ingéniosité technique, dimension spirituelle et conscience cosmique. Ils rappellent que la Méditerranée fut non seulement un berceau de civilisation, mais aussi un carrefour où circulaient idées, techniques et croyances. Pourtant, les bâtisseurs de Malte, de Sardaigne ou de la péninsule ibérique semblent surgir d'un vide historique. Nous ignorons encore d'où venait leur savoir, ni pourquoi ces cultures se sont éteintes brutalement, laissant derrière elles des monuments que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Si l'Europe et la Méditerranée nous livrent déjà tant de mystères, que dire du reste du monde? Car en Asie et dans l'océan Pacifique, d'autres géants de pierre se dressent, porteurs des mêmes énigmes. Et là encore, les parallèles sont troublants. Au cœur de l'océan Pacifique, l'île de Pâques surgit comme l'un des mystères archéologiques les plus déroutants. Ces célèbres statues monumentales, les Moai, hautes parfois de plus de 10 mètres et pesant plusieurs dizaines de tonnes, furent sculptées et déplacées par un peuple isolé, les Rapa Nui. Les chercheurs pensent qu'elles furent transportées grâce à un système de basculement, comme si les statues marchaient jusqu'à leur emplacement final. Mais la question reste entière. Comment une petite société insulaire, sans métal ni bête de trait, a-t-elle pu ériger un tel patrimoine? Était-ce un moyen de représenter les ancêtres, d'affirmer le pouvoir des clans, ou un dialogue avec les forces invisibles du cosmos? Non loin de là, en Indonésie, se trouvent les mégalithes de Gunung Padang, un site qui bouleverse les chronologies établies. Selon certains archéologues, ces structures de pierre, disposées en terrasses, pourraient remonter à plus de 10 000 ans, soit bien avant la naissance de l'agriculture organisée. Ce site alimente des débats enflammés. Simple construction plus récente réaménagée, ou bien vestige d'une civilisation inconnue antérieure au grand foyer culturel du Proche-Orient? Plus au nord, dans les eaux japonaises, gît l'énigme de Yonaguni. Découvert en 1986 au large des îles Ryukyu, ce complexe sous-marin ressemble à une citadelle engloutie avec terrasses, marches et plateformes géométriques. Les géologues y voient une formation naturelle sculptée par l'érosion, mais certains chercheurs, intrigués par les angles parfaits et les motifs symétriques, avancent l'hypothèse d'une construction humaine engloutie il y a plusieurs millénaires, peut-être lors de la dernière montée des eaux à la fin de l'ère glaciaire. Ce qui frappe dans ces sites du Pacifique et d'Asie, c'est le même paradoxe que partout ailleurs. Des peuples supposés primitifs ont laissé des monuments défiant notre compréhension, tous liés au sacré, aux ancêtres et au ciel. Les Moai fixent l'horizon. Yonaguni interroge les abysses. Et Gunung Padang pourrait réécrire l'histoire des origines. Ces œuvres de pierre sont les fragments d'un récit plus vaste, comme si, de l'Europe à l'Asie, une mémoire ancienne s'était transmise ou réveillée de manière indépendante. De l'Atlantique au Pacifique,
les mégalithes semblent répéter la même énigme. D'où vient ce savoir? Et pourquoi se retrouve-t-il partout? Pour approcher une réponse, il faut se tourner vers un continent où les pierres parlent encore plus fort. L'Amérique. Bien avant les Incas et les Aztèques, les peuples d'Amérique ont laissé eux aussi des monuments défiant l'imagination. Les plus célèbres sont sans doute les têtes colossales Olmec, découvertes au Mexique. Sculptées dans du basalte, certaines pèsent plus de 20 tonnes et mesurent près de 3 mètres de haut. Comment ces blocs ont-ils été extraits, transportés sur des dizaines de kilomètres et sculptés avec une telle précision, sans outils métalliques ni animaux de trait? Le mystère demeure. Ces visages monumentaux, figés dans la pierre, rappellent la puissance symbolique que les mégalithes conféraient à leurs bâtisseurs. Plus au sud, dans les Andes boliviennes, se trouve le site de Tiahuanaco, dominé par la mystérieuse Porte du Soleil. Sculptée dans un seul bloc d'andésite de plusieurs tonnes, cette structure porte des gravures complexes, liées au calendrier et aux cycles astronomiques. Certains chercheurs avancent que ce lieu fut un centre religieux majeur, lié au culte du dieu Viracocha, figure civilisatrice. Pourtant, la datation du site reste débattue. Certains vestiges pourraient remonter à plus de 3000 ans, bien avant l'apogée inca. Toujours dans les Andes, près de Cusco, le site de Sacsayhuaman impressionne par ses murailles cyclopéennes. Les blocs de pierre, parfois de plus de 100 tonnes, sont taillés avec une précision telle qu'aucune lame de couteau ne peut passer entre eux. Les murs polygonaux semblent défier les séismes, ce qui témoigne d'un savoir-faire technique exceptionnel. Comment les Incas, ou leurs prédécesseurs, ont-ils pu tailler, transporter et ajuster de tels blocs, sans roues ni fer? Les hypothèses vont du roulage sur rondins aux rampes massives, mais rien n'explique totalement cette perfection. Plus loin, au Pérou également, les lignes de Nazca complètent cette énigme monumentale. Immenses figures tracées dans le désert, visibles uniquement depuis le ciel, elles suggèrent une conception cosmique de l'espace, au même titre que les alignements mégalithiques européens. Bien qu'il ne s'agisse pas de mégalithes à proprement parler, elles participent de cette volonté de graver dans la terre un message destiné aux dieux ou aux astres. Ces sites d'Amérique rappellent que la quête de monumentalité, du Mexique aux Andes, n'a jamais été gratuite. Elle répondait à une logique de pouvoir, de religion et d'ordre cosmique. Et comme en Europe, en Asie ou en Océanie, les mêmes questions ressurgissent. Technique perdue, savoir oublié ou intuition humaine universelle face à la pierre et au ciel. Mais il reste une dernière question, peut-être la plus vertigineuse. Pourquoi retrouve-t-on ces mystères partout, séparés par des océans? La réponse nous attend dans le dernier chapitre, là où science et imagination se croisent. Face à la profusion des mégalithes dans le monde entier, une question s'impose. Comment expliquer cette récurrence? Les archéologues avancent plusieurs pistes. La première met en avant le génie collectif. Selon cette hypothèse, partout où les sociétés néolithiques ont atteint un certain degré d'organisation, elles ont cherché à marquer leur territoire et à matérialiser leur rapport au cosmos. La pierre, résistante au temps, était le matériau idéal. Par essai, erreur et accumulation de savoir-faire, ces communautés auraient fini par dominer des techniques de levage rudimentaires mais efficaces, adaptées à chaque contexte. La deuxième piste insiste sur le rôle de la cosmologie. Partout, les mégalithes montrent une relation forte avec le ciel. Solstice, équinoxe, cycle lunaire. Ce souci d'aligner la pierre avec les astres témoigne d'une conscience universelle. Le besoin de comprendre le temps, de dialoguer avec l'invisible, de rythmer les saisons et la vie sociale. Ces monuments seraient donc moins le fruit d'un hasard technique que l'expression d'une même quête spirituelle. Cependant, une troisième hypothèse, plus audacieuse, séduit de nombreux chercheurs indépendants, celle d'un savoir ancien, partagé ou perdu. Les ressemblances frappantes entre Stonehenge, Karnak, Malte, Tiahuanaco ou l'île de Pâques
suggèrent, selon eux, qu'un fond commun de connaissances a circulé entre des peuples éloignés, ou qu'il provient d'une civilisation oubliée, disparue après une catastrophe. Cette vision, longtemps marginalisée, gagne de l'attention à mesure que de nouvelles découvertes, comme Gunung Padang, remettent en cause nos chronologies établies. Bien sûr, la science officielle reste prudente. Les datations, les analyses géologiques et les études d'ingénierie tendent à démontrer que ces constructions relèvent de l'ingéniosité humaine et d'un travail collectif titanesque, sans intervention extérieure ni héritage mystérieux. Pourtant, l'absence d'explication pleinement satisfaisante entretient le doute. Au final, les mégalithes nous confrontent à notre propre humilité. Ils nous rappellent que nos ancêtres, sans machines modernes ni technologies avancées, ont su accomplir l'impossible. Mais ils nous invitent aussi à garder l'esprit ouvert. Peut-être que certaines réponses dorment encore sous la terre, attendant d'être mises au jour pour révéler une part oubliée de l'histoire humaine. Alors, qu'y a-t-il derrière ces mégalithes? Génie universel ou héritage mystérieux? Ce qui est sûr, c'est qu'ils continuent, encore aujourd'hui, à nous défier. D'un cercle de pierre en Angleterre, aux temples oubliés de Malte, des statues colossales de l'île de Pâques aux murailles andines, les mégalithes racontent une histoire qui dépasse les frontières et les époques. Ils sont le témoignage d'un effort commun des peuples pour dialoguer avec le ciel, avec la mémoire des ancêtres, et peut-être avec quelque chose de plus grand encore. Mais une question demeure. S'agit-il seulement du génie universel de l'humanité, ou bien l'écho d'un savoir perdu, transmis à travers les siècles? À vous de trancher.